Alors, l'un des événements les majeurs, je crois, qui a marqué l'histoire de la sexologie, c'est le VIH-Sida. Et ça a mis en relief le fait que l'anthropologie comme telle ne s'était pas intéressée à l'événement. Elle s'était intéressée plus aux routines, aux éléments répétitifs, mais l'événement comme catégorie sociale était plus ou moins ignorée. Bastide l'avait travaillé. Il y avait les historiens l'ont travaillé, mais les anthropologues comme tels, pas, à ma connaissance, pas de façon très structurée. Il y a eu certes des articles dans la revue Terrain. Yves Fergan a travaillé sur cette notion d'événement. Et c'est une notion qui m'a intéressé quand le VIH-Sida est apparu. Parce que il y a une rupture qui a été marquée par cet événement par rapport à la phase, entre guillemets, de liberté. Est-ce qu'elle a réintroduit des dimensions problématiques par rapport à la sexualité, c'est-à-dire la maladie et la mort. Donc c'est devenu un enjeu majeur dans le monde occidental et le reste du monde par rapport au fait qu'on pensait qu'on avait résolu des problèmes de maladie et d'épidémie. Et voilà qu'au sein même de l'Occident, puis bien sûr d'ailleurs, réapparaissait un problème qu'on avait du mal à définir et à nommer. Et comment on l'a nommé au départ? On l'a nommé peste gay. Donc on a réinscrit les phénomènes liés aux grandes épidémies de l'histoire du Moyen-Âge avec la stigmatisation des homosexuels. Et on a donc rétabli un lien entre stigmatisation, maladie, mort, sexualité de façon manifeste. Et je crois que l'événement du VIH-Sida, et j'ai écrit un texte là-dessus qui s'appelle le VIH-Sida comme événement, il s'est manifesté à plusieurs niveaux. D'abord, c'était un événement médiatique. Donc l'inscription du VIH dans la conscience est faite à partir de sa définition médiatique, le fait que les journaux, les médias ont accentué cette épidémie, l'ont sensationnalisée et ils ont accolé dans leurs titres et leurs traitements des étiquettes qui ont été très difficiles à transformer par la suite. Peste gay, apocalypse, donc tous des éléments de crise majeure. Et donc on prévoyait avec ça, avec cette épidémie, vraiment des visions qui ont réactivé des discours religieux et des discours moraux problématiques. Et le deuxième élément, c'était l'événement éthique. C'est-à-dire que ça entraînait deux perspectives. Soit une espèce d'archaïsation, dire de retour à des visions de la maladie comme punition divine, comme traitement ou comme expérience normale pour ceux qui ont péché et donc qui sont éloignés des lois de Dieu, etc. Et en même temps, donc, une forme d'éthique régressive, une régression éthique, accompagnée de formes de stigmatisation, pouvant aller jusqu'à revendiquer la mise en quarantaine dans des camps des gens touchés par le VIH, et en même temps une
un développement éthique important qui s'est vu par la façon dont on a tenté d'aider les personnes vivant avec le VIH, comment les groupes atteints sont pris en main pour aider au développement de la recherche et aux revendications dans le champ biomédical. Donc il y a eu ces deux tendances-là. Une troisième tendance, c'est la tendance historique, c'est-à-dire d'essayer d'inscrire le VIH dans l'histoire des épidémies. Donc je disais la peste, mais la peste, le choléra, le lien avec d'autres maladies, mais de façon très paradoxale. Par exemple, la question de la syphilis n'a pas été traitée comme un élément important de cette généalogie. La lèpre était présente, donc il y avait toute une généalogie épidémiologique liée à l'histoire de la médecine qui mettait en relief une forme de continuité et de rupture du VIH-Sida par rapport aux autres épidémies qu'on avait connues. Mais il y a eu aussi un événement épistémologique, parce que le VIH-Sida posait le problème de comment l'analyser, quelle catégorie utiliser. On ne pouvait pas juste reprendre des catégories classiques, parce que c'était dans un phénomène de modernité, et ça posait les questions des méthodologies et des points de vue. Est-ce qu'on allait prendre que le point de vue biomédical qui était problématique parce qu'il mettait l'accent juste sur le fait de la prévention en disant si vous êtes infecté, pas de relation, toujours le condom, donc une attention, une suspicion particulière, alors que les travaux qui étaient menés sur le risque, sur les questions de l'affectivité, des représentations sociales, montraient la complexité de l'épidémie du VIH-Sida qui n'était pas réductible du tout juste à sa dimension biomédicale. On avait beau donner des mots d'ordre issus de la santé publique, ces mots d'ordre passaient par des filtres particuliers et n'étaient pas reçus par les populations concernées. Et comment étudier aussi ce phénomène? Les méthodologies d'analyse de l'observation participante posaient problème, et certains ont revendiqué même l'inverse, la participation observante. Par exemple, Bolton, qui a fait des études sur les groupes LGBT, les groupes gays en Belgique, disait que l'individu avait des activités, ces activités étaient révélatrices d'enjeux et qu'on pouvait étudier ce matériel particulier. Et en fait, et en dernier lieu, ça a été un événement commémoratif. C'est-à-dire que très rapidement, s'est mis en place, surtout dans les premières phases de l'épidémie, la question de comment commémorer cet événement-là qui a été considéré comme détruisant des communautés entières, avec par exemple le phénomène de la courte pointe, donc des commémorations, les bougies, les ballons, etc. La commémoration avec des nouveaux rituels funéraires qui s'éloignaient des rituels traditionnels. Donc tous ces éléments-là constituaient un arrière-fond des recherches qu'on a menées sur le VIH-Sida pour, essayer de comprendre quelles étaient les conduites à risque, deux, quelles pouvaient être les significations de ces conduites à risque, pourquoi est-ce que les gens, malgré ces mots d'ordre, continuaient à prendre des risques, et trois, travailler sur des populations qui étaient atteintes du VIH-Sida et donc qui étaient confrontées à des problèmes de rupture biographique avec l'événement du diagnostic et avec toute la réorganisation que ça a entraîné au niveau de leur propre itinéraire personnel, de leur relation avec la famille, liée à la question de la stigmatisation, du dévoilement du secret, qui sont des thèmes très complexes à traiter, de la prise de risque,
donc de la place de l'affectivité dans les relations sexuelles et de la signification que pouvaient avoir ces relations. Et toute la question par la suite, à partir des années 96, avec l'apparition des traitements antirétroviraux, de la place du traitement et de l'impact de ces traitements dans la vie des individus. Donc il y avait plusieurs angles d'analyse et on a privilégié, moi j'en ai privilégié avec l'équipe puisqu'on a travaillé ces problèmes avec une équipe, Johan Otis, Mylène Fernet et d'autres chercheurs du milieu parce que c'était vraiment des recherches de type communautaire qui ont été menées à essayer de comprendre ces enjeux-là. Alors, quels sont les angles qu'on a privilégiés ? Le premier angle, c'est qu'on a travaillé sur les conduites sexuelles dans le milieu des jeunes, le milieu gay particulièrement. Et on a essayé de comprendre les déterminants des conduites à risque. Quels éléments pouvaient intervenir à la fois au niveau quantitatif et à la fois au niveau qualitatif. Donc quantitatif, d'évaluer les risques dans différentes populations en tenant compte des paramètres épidémiologiques et des facteurs classiques dans la littérature, mais aussi en travaillant sur les significations et sur les représentations sociales de la maladie. Alors, j'ai travaillé deux angles particuliers de ce point de vue-là. Le premier angle, c'était avec Chantal Robillard, une étudiante qui avait fait sa maîtrise en sexologie avec moi et qui avait fait un doctorat en anthropologie à l'Université de Montréal. On a travaillé à partir d'une demande du milieu haïtien sur les conduites sexuelles et les risques face au VIH-Sida et la prévention chez les jeunes haïtiens, garçons et filles. Donc on a montré quelle représentation du VIH-Sida existait et on voyait que pour les jeunes haïtiens, il y avait d'une part les représentations classiques de l'origine de la maladie, etc., mais aussi des représentations plus locales par exemple, liées au fait que ça avait été créé par les Blancs, c'était une fonction avait pour fonction de détruire les populations noires, que la question du danger et la question de la prévention obéissait à des variations importantes en fonction des garçons, des filles, en fonction des formes de partenariat, de la place de l'amour, des rapports de pouvoir qui pouvaient exister entre garçons et filles et qui jouaient sur les conduites à risque, et aussi toute la représentation du condom et son rôle dans la modulation de la relation et comment elle affectait la relation de plaisir, etc. Donc on avait à la fois déterminants épidémiologiques, mais aussi tout un monde relationnel, affectif, représentationnel qui était très intéressant à mettre en relief. Le travail sur les populations a aussi porté sur la question de la bisexualité. Donc on a fait des recherches qualitatives sur les conduites à risque chez les bisexuels, dans la mesure où cette population était très peu connue et elle présentait un intérêt dans la mesure où les individus, hommes ou femmes bisexuels, se trouvaient pris dans deux configurations. Une configuration qu'on a appelée homogenrée, c'est-à-dire avoir des partenaires du même sexe, ou hétérogenrée, avoir des partenaires de l'autre sexe. Et ceci a mis en relief tout un ensemble de configurations liées à la place du sentiment, la place de la pulsion sexuelle, la place de la relation amoureuse, et montrer que les risques n'étaient pas pris de la même façon s'ils étaient dans une relation homogenrée ou hétérogenrée,
qu'il y avait une variation dans la prise de risque et que cette variation dans la prise de risque liée aux représentations qui se faisaient de cette orientation sexuelle complexe, puisque là, il y a une bisexualité, il y a vraiment, entre guillemets, jusqu'à une double vie, les individus ne révélant pas toujours cette double orientation, posaient des problèmes particuliers d'intervention parce qu'ils n'étaient pas organisés aux formes aussi structurées que les groupes gays quant à leurs institutions, et ils étaient plus difficilement retraçables dans les configurations populationnelles et pouvaient constituer des groupes qui jouaient dans la transmission du VIH, du groupe homosexuel au groupe hétérosexuel, ce qui posait problème. Alors, c'est une recherche que j'ai faite avec Joanne Otis et Denise Medico, une étudiante qui a fait sa maîtrise avec moi et qui a donné lieu à un certain nombre de publications portant sur les conduites à risque dans cette population. Le troisième thème qu'on a abordé, c'était de faire avec des collègues, dont Christian Fortin, qui est un médecin qui travaille dans la santé publique. Christian Fortin avait lancé une campagne contre le VIH-Sida très intéressante qui portait sur la réalisation de scénarios chez les jeunes. On demandait aux jeunes d'écrire des scénarios, de rédiger des scénarios de prévention. Et les meilleurs scénarios étaient récompensés par la réalisation de vidéos basées sur leurs scénarios, qui servaient d'une part d'une certaine façon à informer, mais aussi à donner la possibilité de créer des messages qui pouvaient être reçus puisqu'ils provenaient des pairs des jeunes qu'on voulait atteindre. On s'appelait des messages d'amour. Et donc, Christian avait ramassé des centaines de scénarios et on a fait une analyse de ces scénarios qualitatifs et on a édité un petit livre qui s'appelle Mourir à trop aimer, qui est paru aux presses de l'Université Laval, qui analysait les différentes dimensions du rapport à la maladie, du rapport à la sexualité, du rapport à la mort, telle qu'elle émergeait des discours de ces jeunes-là. C'était un matériel intéressant, donc, qui reflétait vraiment les représentations et les expériences des jeunes. Et donc, on a réussi à utiliser ce matériel comme matériel de prévention et de discussion pour la population des jeunes. Et dans cette perspective-là, des représentations sociales de type récit, avec un collègue de l'Université de Montréal qui était spécialisé en littérature, Alexis Nous. On a écrit un livre qui s'appelle « Sida fiction, essai d'anthropologie romanesque », qui est parti d'un corpus de romans français, américains et anglais, qu'on a analysé en étant inspiré par les travaux de François Laplantine sur la maladie, dans son livre sur anthropologie de la maladie, une structure élémentaire de la maladie. Il utilisait le matériel littéraire pour dégager les catégories représentationnelles de la maladie. Et François, que je connaissais, a fait la préface de ce livre-là, qui analysait donc quatre thèmes. Le premier thème était le rapport à la maladie, montrant comment se déployait le dispositif biomédical dans les romans, et en particulier ce qu'on a appelé la violence iatrogénique. On est au début, c'est les premières œuvres qui ont été créées. Donc comment le système biomédical est totalement dépassé par l'épidémie, n'a pas de point de repère pour pouvoir la comprendre et prendre du temps à trouver son origine.
Et en même temps qu'elle a du mal à trouver son origine, elle structure un dispositif biomédical pour encadrer les personnes vivant avec le VIH, qui fait appel à toutes des procédures, des ensembles de procédures extrêmement lourdes pour, d'une part, séparer les malades du reste de son entourage dans le milieu hospitalier, mais de les soumettre à des procédures technologiques invasives qu'un auteur a appelé la folie scopique, c'est-à-dire toutes les technologies pour rendre transparent le corps du malade, colonoscopie, endoscopie, tous les scopies étaient mises en relief, donc comme une extension du regard médical qui était déjà présent dans le discours dominant médicalisé. Donc le deuxième était le rapport à la mort, donc quelles étaient les formes d'expression du rapport à la mort, avec la reprise de thèmes déjà présents dans la littérature, mais surtout, comme je le disais tout à l'heure, l'invention de nouvelles formes de commémoration et surtout l'importance dans les romans de la tragédie collective. Ce n'était plus une mort individuelle, ce n'était pas la mort des autres, c'était la mort du nous qui était mis en relief. Mes amis étaient atteints et moi aussi je sais que je vais mourir puisque je fais partie de cette communauté. Et comment c'était perçu vraiment comme une forme d'éradication de communautés entières et d'entourage dans des formes de deuil extrêmement fortes. Le troisième thème était le thème de la sexualité, donc comment était envisagé sous l'épée de Damoclès du VIH-Sida les rapports homosexuels. Donc, pour résumer un petit peu entre deux tendances, une tendance apollinienne, c'est-à-dire faut faire attention, il faut prévenir, utilisons le condom, et une tendance dionysiaque en disant les risques, ça fait partie de l'excitation, ça fait partie du jeu de la roulette, un petit peu dans le sens de la catégorisation des jeux que Kaiwa avait définis. Donc j'avais travaillé un texte sur les enjeux éthiques du VIH-Sida en utilisant les thèses de Lévinas, de Hans Jonas et de Kaiwa sur la prise de risque et la signification de la prise de risque par rapport à l'excitation sexuelle, où le fait de jouer un petit peu à la roulette était source d'excitation. Donc tous les enjeux de la relation sexuelle étaient soulevés. Et le dernier chapitre écrit par Alexis était vraiment sur le traitement de la littérature. Donc les métaphores, les métonymies utilisées, le langage élégiaque qui était présent dans ces romans, et surtout qui mettait en relief comment les romans étaient... ces romans faisaient partie de ce que Alexis appelait une littérature mineure, mais qui était une littérature du témoignage. Et on retrouvait cette notion de témoignage et aussi une catégorie, une perspective anthropologique, à mon avis, qui n'est pas suffisamment utilisée, qui est la notion d'expérience, un peu développée par Turner à un moment, sur comment est-ce que le récit tel qu'il est rédigé par des personnes qui étaient au jeu, c'est-à-dire la majorité de ces récits sont des gens qui étaient atteints. Par exemple, Hervé Guibert a écrit ses romans, mais lui-même souffrait, était atteint du VIH-Sida, il en est mort. Et donc il y avait ce rapport expérientiel où le roman était nourri de ce que les individus vivaient et des expériences qu'ils pouvaient avoir.